Au Burkina Faso, un logisticien terroriste clé vient d'être capturé, un homme dont la chute coupe net le souffle d'un réseau entier. Pourtant, alors qu'une telle arrestation ferait la une partout si elle concernait un cartel mexicain ou une cellule de Daesh en Syrie, ici presque rien ne filtre, comme si cette victoire ne méritait pas la lumière. Que signifie pour vous ce silence quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté et de dignité à reconquérir? Et si ce soir, l'histoire de ce pays se jouait loin des caméras? Ce récit vous promet une plongée méthodique dans une victoire que presque personne n'a vue, mais dont les conséquences redessinent déjà les équilibres du Sahel. Comprendre ce qui s'est réellement passé, c'est saisir un avantage stratégique rarement exposé et mesurer pourquoi sa mise sous silence n'est pas un hasard. Dans les conflits asymétriques, la logistique n'est pas un détail. Elle décide du rythme des offensives, de la survie des groupes armés, de la capacité d'un pays à reprendre l'initiative. Or, l'arrestation d'un homme comme Asmanidou, pivot d'un empire souterrain, bouleverse toutes ces dynamiques en un seul mouvement. Pourquoi le monde regarde-t-il ailleurs au moment précis où une brèche s'ouvre enfin? Micro-hook. Et si ce silence révélait plus que l'événement lui-même, ce qui se joue ici dépasse la capture d'un logisticien. C'est une bataille pour la visibilité, la souveraineté narrative et la mémoire collective d'un peuple qui refuse d'être effacé. En retraçant chaque étape, vous verrez comment un succès militaire peut devenir un enjeu politique mondial lorsqu'il dérange ceux qui profitent de l'ombre. La chute d'Asmanidou n'est pas qu'un succès tactique, c'est un basculement discret capable de réduire de 60 à 80% les capacités de mouvement de plusieurs cellules terroristes selon les estimations internes évoquées par les forces burkinabées. Et cette capture s'inscrit dans une séquence où plus de 3 convois logistiques ont été neutralisés en moins de 8 semaines, créant une rupture rarement observée dans le Sahel moderne. Ces deux faits, juxtaposés, révèlent une dynamique que le silence médiatique rend presque invisible, une opération patiemment construite, menée loin des caméras et orchestrée comme une véritable guerre de l'ombre. Pour comprendre ce moment charnière, il faut revenir à la nature même du rôle tenu par Asmanidou. Dans tout conflit asymétrique, celui qui contrôle l'essence, les motos, les routes, les transferts de fonds et la circulation des médicaments détient un pouvoir comparable à celui d'un chef militaire sans uniforme. Ici, cet homme concentrait des flux qui irriguaient des groupes actifs du Burkina Faso au Niger jusqu'à certaines ramifications opérant discrètement entre Marseille, Dubaï et Abidjan. Lorsque ces flux se sont interrompus, c'est tout un appareil de terreur qui s'est grippé. Les attaques éclairs ont ralenti, les déplacements se sont raréfiés, les blessés ont été laissés sans soin. Les témoignages de terrain décrivent des unités incapables de lancer des offensives faute de carburant disponible, un symptôme classique lorsque le cœur logistique cède. Ce tableau contraste violemment avec l'absence de réaction internationale. Là où, en 2011, chaque rédaction mondiale avait traité en continu la mort de Ben Laden, la victoire burkinabé traverse l'espace médiatique comme une note de bas de page. Cette dissonance interroge. Comment un événement capable de modifier un rapport de force régional peut-il être relégué dans l'ombre? C'est dans cette fracture narrative qu'Ibrahim Traoré situe son discours sur la souveraineté. Car l'enjeu n'est pas seulement militaire. Il touche à la capacité d'un peuple à voir ses efforts reconnus et à comprendre la portée de ses sacrifices. Et si la bataille décisive n'était pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la lutte pour imposer ce que signifie une victoire? Au cœur de cette opération, menée dans l'ombre, plusieurs unités burkinabées ont servi de fil conducteur, permettant de comprendre comment la traque d'Asmanidou a progressivement déséquilibré le réseau qui l'alimentait. Le premier signe tangible est survenu lorsqu'une équipe d'élite, après des semaines d'observation en brousse, a intercepté une moto suspecte transportant des documents comptables codés. Ce n'était pas une prise spectaculaire, mais elle a révélé un circuit d'approvisionnement parallèle reliant 2 postes frontaliers corrompus. De fil en aiguille, ce fragment d'information a permis de cartographier une portion critique du dispositif d'Asmanidou, montrant où transitaient carburant et argent liquide. Un second cas illustre encore mieux l'effet domino provoqué par cette surveillance discrète. À l'est du pays, une patrouille régulière a remarqué l'immobilisation
inhabituelle de véhicules liés à des groupes armés. Les soldats ont d'abord pensé à une manœuvre d'intimidation, mais l'enquête a révélé un manque réel d'essence et de pièces détachées. Preuve directe que le système logistique central commençait déjà à se fissurer. Cette paralysie locale annonçait l'effondrement plus large à venir. Ces cas ne sont pas isolés. Ils montrent quasiment comment un travail patient, routinier, souvent invisible, peut transformer l'équilibre d'un conflit sans échange de tirs massifs. À mesure que les flux se contractaient, les cellules ennemies perdaient leur mobilité, leur capacité d'attaque et même leur cohésion interne. Les premières fissures se sont ouvertes loin des projecteurs, portées par des soldats qui scrutaient chaque mouvement, chaque silence, chaque absence inhabituelle dans les axes les plus dangereux du pays. Et c'est précisément dans ces détails que s'est joué un des tournants décisifs. La logistique a commencé à mourir avant que l'ennemi ne comprenne pourquoi. Tout commence par une rupture presque imperceptible, une série d'échanges financiers anormalement faibles sur un corridor transfrontalier réputé actif. Les analystes y voient un accident. Les soldats, eux, sentent un décalage. Les convois ennemis roulent moins vite. Les guetteurs observent moins de motos neuves dans les villages relais. Ici, un silence. Là, un retard. Le réseau respire mal. Puis survient la confirmation. L'un des messagers d'Asmanidou abandonne son itinéraire après une panne sèche, événement rarissime. La machine logistique montre ses premières dents cassées. Ce détail déclenche une traque accélérée. Les équipes croisent données téléphoniques, mouvements bancaires, achats en gros de carburant. L'étau se resserre. Quand un éclaireur capte enfin une conversation cryptée, laissant entendre que un homme clé doit disparaître de la zone, les forces burkinabées comprennent qu'Asmanidou prépare une extraction. C'est le signal. On doit agir avant qu'il ne glisse entre les fissures. Ibrahim Traoré valide la phase finale. Le pays retient son souffle. L'opération démarre à l'aube. 3 unités avancent sans couverture médiatique, sans drone spectaculaire, sans renfort étranger. Un brouillard de poussière s'élève sur la piste. Les radios restent muettes pour éviter tout repérage. Le premier contact visuel intervient près d'un ancien hangar agricole utilisé comme relais. Asmanidou arrive entouré de 4 hommes, persuadés de franchir la frontière dans l'heure. Les soldats coupent les issues en moins de 10 secondes. La scène bascule. Les gardes se dispersent, 2 sont neutralisés. Asmanidou tente une fuite à travers un mur latéral. Son véhicule cale. Le moteur refuse. Le réseau qu'il a bâti trahit son créateur. En 12 minutes, tout est terminé. Aucune perte côté burkinabé. La logistique du chaos vient de perdre son souverain silencieux. Dès les premières heures, le Sahel change de rythme. Les colonnes terroristes s'immobilisent. Les stocks fondent. Les communications bancales révèlent une panique nouvelle. Des chefs de cellules s'invectivent. Plus d'essence, plus de pièces, plus de médicaments. Une attaque prévue dans le nord est annulée, faute de carburant. Une autre, à l'est, échoue parce que les motos promises n'arrivent jamais. Des témoins rapportent des scènes inédites. Des groupes errants, désormais contraints de marcher, incapables de maintenir leur rapidité habituelle. Cette paralysie touche même leur réseau extérieur. À Marseille, un transitaire coupe soudain une ligne d'approvisionnement suspecte. À Dubaï, une société écran cesse d'alimenter un compte lié à Asmanidou. Le château de cartes se replie sur lui-même. Dans cet effondrement progressif, un pays entier retrouve un espace vital. Une armée épuisée souffle enfin. Et dans l'ombre de ce chaos inversé, une certitude émerge. La capture d'un seul homme a fissuré une architecture entière. La première mesure Clef est simple, Avant la capture, les forces burkinabées observaient en moyenne 18 à 22 mouvements logistiques par semaine liés aux groupes armés. Après l'arrestation, ces flux tombent à 6 à 8 mouvements, soit une réduction massive. Cette chute brutale prouve que le réseau d'Asmanidou contrôlait la majorité des approvisionnements tactiques. Ce delta spectaculaire montre un effondrement mécanique. Lorsqu'un seul homme centralise les flux, sa disparition crée un vide immédiat impossible à combler rapidement par des réseaux fragmentés. Le deuxième chiffre marque une rupture encore plus profonde. Sur un axe majeur de l'Est, les équipes de renseignement
ont confirmé une baisse de 70% des achats de carburant habituellement destinés aux camps terroristes. Cette contraction inédite révèle à quel point la chaîne d'approvisionnement s'était resserrée autour d'Asmanidou. Une telle diminution modifie entièrement la mobilité ennemie, car sans essence stable, les groupes perdent leur avantage tactique principal. Troisième donnée, selon les constats relevés sur le terrain, le nombre d'attaques coordonnées a chuté d'environ 40% dans les 3 semaines suivant l'opération. Cette baisse n'est pas seulement statistique, elle signale un trouble opérationnel profond dans les cellules ennemies. La chute des attaques confirme que la logistique était au cœur de leur capacité stratégique. Derrière ces 3 mesures, une réalité unique se dessine. La guerre moderne se gagne souvent sur les routes, dans les entrepôts, dans les cargaisons silencieuses, bien plus que sur les lignes de front visibles. Avant la capture, les groupes armés avançaient avec une régularité presque mécanique, renforcés par des circuits bien huilés qui reliaient moto, essence, médicaments et argent liquide. Chaque camion, chaque moto de liaison, chaque valise de billets formait un système nerveux discret, difficile à frapper sans information précise. Après l'arrestation, ce système se décompose. Les points de contact ne se répondent plus. Les intermédiaires hésitent à prendre des risques sans garantie de paiement. Les convoyeurs changent de route, doublent les distances, perdent des heures cruciales. Dans un conflit où la vitesse est souvent synonyme de survie, ces retards deviennent des sentences. On observe alors un phénomène typique des appareils clandestins frappés au cœur. Le doute qui ralentit les décisions, le doute qui divise les commandants de cellules, le doute qui pousse certains relais à disparaître quelques jours pour éviter d'être pris dans l'effondrement. Et chaque hésitation, chaque absence, chaque retard renforce l'avantage burkinabé sur le terrain. Cette mécanique dégradée s'étend au-delà des frontières. Des réseaux extérieurs, soudain privés de leur contact principal, suspendant leurs opérations. Les faux contrats ne trouvent plus d'acheteurs. Les transferts se figent. Ce ralentissement élargi montre que la portée d'Asmanidou dépassait largement les pistes du Sahel. Il touchait des zones urbaines, des ports, des nœuds administratifs. En confrontant ces chiffres, une conclusion se dessine clairement. La logistique n'a pas seulement été frappée, elle a été fracturée dans son architecture même. 2 lectures s'opposent naturellement lorsqu'on analyse la portée réelle de la capture d'Asmanidou. La première affirme que l'impact serait limité. Un réseau aussi vaste que celui opérant au Sahel pourrait, selon certains, remplacer un logisticien par un autre en quelques semaines. Les groupes armés, habitués à fonctionner dans la clandestinité, auraient développé une capacité de résilience leur permettant d'absorber ce type de pertes. Dans cette perspective, la chute d'Asmanidou n'affecterait que temporairement leurs opérations, créant une gêne passagère sans modifier profondément la dynamique du conflit. Cet argument s'appuie sur l'histoire de certaines organisations criminelles où, malgré l'arrestation d'un chef opérationnel, la structure s'est rapidement réorganisée. La deuxième lecture, au contraire, considère qu'un logisticien de ce niveau ne se remplace pas. Elle souligne que tout l'empire d'Asmanidou reposait sur des circuits occultes délicatement calibrés, entreprises écrans, postes frontaliers achetés, réseaux portuaires discrets à Marseille, relais financiers à Dubaï. Ce n'était pas une simple fonction, mais une architecture complète qu'il administrait en personne. Les témoignages de terrain montrent que son arrestation a immédiatement paralysé les convois, stoppé les flux d'essence et tari les transferts d'argent. Cette vision rappelle d'autres épisodes historiques. La neutralisation d'un logisticien dans les cartels colombiens avait nécessité plus de 1000 agents, preuve de la complexité d'un tel rôle. Face à ces 2 thèses, la question devient « que dit le terrain ?» Les faits rapportés dans le Sahel penchent clairement en faveur de la deuxième lecture. Les groupes armés se sont immobilisés, incapables de lancer des attaques faute de carburant ou de motos fonctionnelles. Dans les villages, des cellules entières ont reculé parce que les blessés ne pouvaient plus être soignés. Les convois disséminés entre Mali, Niger et Burkina Faso se sont retrouvés sans coordination, révélant une désorganisation profonde. Un logisticien peut être remplacé, un système qui l'incarne, beaucoup moins, et c'est précisément ce système qui s'est effondré. Le silence cache une faille. Cette faille apparaît lorsque l'on compare la réaction internationale à cette opération avec l'attention démesurée portée à d'autres victoires ailleurs. Le contraste
devient si criant qu'il cesse d'être anodin. Ici, au moment même où un réseau tentaculaire s'effondre, aucune chaîne ne coupe son programme, aucun expert ne se bouscule pour analyser l'événement, aucun éditorial ne replace cette capture dans l'histoire longue des conflits du Sahel. Ce vide médiatique n'est pas seulement un oubli, il agit comme un filtre qui choisit ce qui mérite d'être vu et ce qui doit rester dans l'ombre. C'est à ce moment précis que Ibrahim Traoré intervient. Sa prise de parole, brève mais lourde de sens, replace la souveraineté au centre du débat. Il rappelle que la victoire n'a pas besoin d'être validée ailleurs pour exister. Pourtant, son message met aussi en lumière une inquiétude. Si personne ne raconte cette victoire, qui la transmettra aux générations futures ? Le midpoint, c'est ici. Comprendre que l'arrestation d'Asmanidou n'est pas seulement un exploit tactique, mais un révélateur brutal de la manière dont certaines victoires africaines sont effacées du récit mondial. Dans plusieurs localités du nord et de l'est, on note une baisse notable des offensives rapides, ces attaques éclairs qui dépendent largement de motos bien ravitaillées. Les habitants de villages encerclés témoignent d'un répit rare. Moins de déplacements soudains, moins de colonnes de motos surgissant la nuit, moins de routes coupées par surprise. Les familles déplacées racontent que certaines zones deviennent momentanément accessibles grâce à l'effondrement des flux logistiques ennemis. Ce soulagement fragile reste précaire, mais il marque une rupture concrète dans le quotidien traumatisé des populations. Pour l'État burkinabé, cette capture représente un avantage stratégique majeur. Les forces armées, longtemps sous pression, gagnent un espace opérationnel précieux. Les unités peuvent enfin respirer, repositionner leurs moyens, renforcer les lignes les plus critiques. Les services de renseignement, eux, profitent de la perturbation logistique pour analyser les tensions internes des groupes armés, disputes, désertions ponctuelles, tentatives maladroites de reconstituer des circuits d'approvisionnement. Dans ce contexte, le discours d'Ibrahim Traoré résonne différemment. Non comme une déclaration symbolique, mais comme une lecture lucide d'un rapport de force en train de basculer. Les cellules, autrefois très mobiles, deviennent plus lentes, plus hésitantes, moins coordonnées. Les groupes privés de carburant se replient, certains se divisent, d'autres se tournent vers des méthodes plus désespérées, fondées sur la rumeur et la manipulation. Sans motos fiables, leurs attaques perdent en portée et en vitesse. Sans argent liquide, ils ne soudoient plus aussi facilement les relais locaux. Sans soins pour les blessés, la chaîne de commandement se fragilise. Cette chaîne de paralysie rappelle un principe simple. Sans logistique, la force brute s'éteint. Et dans ce cas précis, elle s'est éteinte brutalement. Les voisins, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, observent le coup porté au réseau. L'arrestation perturbe des circuits clandestins qui s'étendaient au-delà des frontières. Les flux d'argent transitant par des sociétés écrans deviennent soudain visibles. Des intermédiaires, craignant d'être identifiés, suspendent leurs opérations. L'onde de choc atteint même les villes mentionnées dans l'enquête, Marseille, Dubaï, où certains relais financiers s'effacent temporairement. Cette fragmentation régionale montre que la capture n'a pas détruit un homme, mais un nœud vital d'un système transnational. Les prochains mois s'ouvriront sous 3 trajectoires possibles, chacune dépendant de la manière dont les groupes armés réagiront à la disparition d'Asmanidou et de la façon dont le Burkina Faso consolidera son avantage. L'arrestation a cassé l'élan logistique, mais le vide créé peut évoluer dans des directions très différentes selon la vitesse de réorganisation des forces en présence. L'État burkinabé maintient l'initiative sans totalement étouffer la menace. Les zones rurales voient un répit irrégulier, parfois interrompu par des poussées locales de violence. C'est le scénario le plus probable. Un équilibre instable marqué par des cycles de tension. Ici, l'effondrement logistique agit comme une crise existentielle pour les groupes armés. Les querelles internes s'accentuent. Certains chefs locaux cherchent à s'affranchir des structures régionales, fragilisant la coordination générale. Les forces burkinabées, profitant de ces failles, neutralisent plusieurs relais, rendant impossible la reconstruction du réseau d'Asmanidou. Les attaques diminuent durablement et certaines zones redeviennent praticables pour les populations. Dans ce scénario, la victoire logistique devient une victoire territoriale.
Dans l'hypothèse la plus dangereuse, les groupes armés réussissent à externaliser rapidement leur circuit logistique en s'appuyant sur des relais étrangers ou des routes criminelles déjà existantes. Ils compensent la perte d'Asmanidou par une stratégie d'innovation forcée. Drones improvisés, carburant détourné, recrutement accéléré de logisticiens novices. Le risque majeur, un rebond des attaques dans des zones inattendues, conçues pour prouver que la structure peut survivre à un choc majeur. Cette histoire n'est pas seulement l'affaire des soldats, ni celle des analystes qui scrutent les cartes du Sahel. Elle interroge aussi 3 groupes de personnes dont la perception peut transformer la portée de cette victoire silencieuse. Pour les citoyens burkinabés d'abord, elle rappelle que les succès obtenus dans l'ombre valent autant que ceux célébrés en grande pompe. Comprendre ce qui a été accompli et pourquoi personne n'en parle permet de redonner du poids aux sacrifices invisibles. Beaucoup découvrent, parfois avec stupeur, que des mois d'efforts ont mené à un basculement décisif que le monde a choisi d'ignorer. Pour ceux vivant dans la diaspora, cette capture devient un point d'appui identitaire. Elle montre une Afrique capable de frapper juste, d'agir seule, d'imposer ses victoires sans attendre l'approbation extérieure. Ce récit, replacé dans un contexte mondial souvent injuste, offre une base pour revendiquer la dignité collective et pour partager une histoire qui ne dépend plus du regard étranger. Un simple geste, expliquer, transmettre, rectifier, peut suffire à casser l'inertie du silence. Enfin, pour les observateurs internationaux ou les lecteurs extérieurs au Sahel, cette séquence ouvre une perspective rare, celle d'un conflit où la logistique et non le spectaculaire décide du destin de millions de personnes. Voir cette mécanique à nu permet aussi de mieux comprendre la fragilité des récits dominants. Dans un monde saturé de nouvelles éclatantes, certaines victoires cruciales passent entre matrer les mailles par choix, non par oubli. Si chaque lecteur retient une chose, c'est peut-être ceci. Une vérité peut survivre même quand personne ne la raconte. Mais elle devient puissante seulement quand quelqu'un la porte. Et porter cette vérité n'exige pas des actes héroïques. Parfois, un partage ou une explication suffit. Transformer cette victoire silencieuse en dynamique durable exige une méthode précise. Le terrain l'a prouvé. Sans consolidation, même une rupture logistique majeure peut se résorber dans l'ombre. Voici donc une feuille de route articulée autour de 4 étapes mesurables, chacune impliquant des acteurs distincts et une temporalité claire. Les unités doivent renforcer les axes qui ont le plus souffert des infiltrations logistiques. Des patrouilles régulières, concentrées sur les routes secondaires plutôt que sur les grands axes, garantissent que les groupes armés ne recréent pas leurs circuits en douce. Plus le nombre de convois civils sécurisés augmente, plus le redressement devient tangible. Les services d'analyse doivent surveiller les sociétés écrans identifiées dans l'enquête. La disparition d'Asmanidou crée un vide que d'autres tenteront d'exploiter. En ciblant les intermédiaires fragilisés, l'État coupe les tentatives de reconstitution et empêche l'apparition d'un nouveau logisticien central. C'est ici que le discours d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Une victoire invisible est une victoire vulnérable. En produisant des récits structurés, des dossiers publics, des témoignages de terrain, le pays évite que l'effort se dissolve dans l'indifférence internationale. En soutenant les comités villageois, en rouvrant les écoles menacées, en reconnectant les familles déplacées, la société civile renforce l'effet de la victoire militaire. L'impact se mesure à chaque marché réanimé, chaque route reprise, chaque nuit plus calme. Au croisement de ces étapes, une idée se dessine, une victoire n'existe vraiment que lorsqu'elle est consolidée. Dans le tumulte de ces mois de traque, certaines images reviennent comme des balises silencieuses. Celles des soldats qui, dans P4, scrutaient une moto suspecte, fouillaient des carnets poussiéreux, suivaient des traces minuscules sur des pistes que personne ne regarde. Ces gestes minuscules ont façonné une victoire que la plupart du monde ne verra jamais, mais qui résonne profondément ici, au Burkina Faso. Face à eux, l'indifférence internationale semble immense, presque écrasante. Pourtant, chaque silence extérieur renforce paradoxalement la valeur du travail accompli dans l'ombre. Lorsque Ibrahim Traoré appelle à la dignité, ce n'est pas seulement un mot politique, c'est la reconnaissance du courage patient, de l'endurance discrète, de ces détails qui ont brisé l'ossature logistique d'un réseau tentaculaire.
Les villages qui respirent d'un peu mieux, les routes qui se rouvrent timidement, les familles qui retrouvent un fragment de normalité. Tout cela naît de ces petites victoires que personne n'a applaudies. Et l'idée qui demeure, simple et tranchante, tient en une phrase. Les détails silencieux changent les destins. Dans un monde où l'on glorifie les éclats et les grands récits, cette histoire rappelle que les triomphes réels naissent parfois d'un cahier froissé, d'un convoi en panne ou d'un soldat qui veille seul dans la nuit. C'est là que se forge la souveraineté d'un peuple qui refuse l'effacement. Ce récit n'appartient pas qu'aux soldats ni aux responsables qui ont dirigé l'opération. Il appartient aussi à celles et ceux qui refusent que les victoires africaines disparaissent dans l'ombre. Aujourd'hui, une simple action peut transformer cette histoire silencieuse en mémoire vivante. Vous pouvez en parler autour de vous, partager ce que vous avez compris, questionner le mutisme qui entoure ce type d'événement. Chaque geste compte, même modeste, parce qu'il rompt le cycle de l'indifférence. Dans un monde saturé d'images spectaculaires, donner de la place à une victoire discrète devient un acte de lucidité autant qu'un acte citoyen. Raconter ce qui s'est passé, ce que cela change, pourquoi cela dérange, évite que d'autres efforts soient effacés de la même manière. Le silence profite toujours à ceux qui trafiquent dans l'ombre. La parole, elle, donne un contour au sacrifice.